Après les mausolées des saints, les islamiques illuminés se sont attaqués au plus grand symbole de la ville de Tombouctou. La grande mosquée de Djingareyber était leur cible. Ce matin, les populations de la ville sainte et du Mali sous le choc. Journée mondiale de la population, accès universel aux services de santé de la reproduction, prétexte pour nous en ce jour de célébration d'ouvrir une fenêtre sur les services de planning familial. Seydou Keita, Seydou Blé décroche le jackpot. Le club chinois d'Allian Erbin le recrute pour 2 ans et tenez-vous bien pour un salaire de 16 milliards de francs CFA, ce qui fait de lui le 7e footballeur le mieux payé au monde. Nous sommes mardi 10 juillet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, et le Premier ministre sont en phase de décision avec les décisions de la CEDEAO. C'est la déclaration faite par le ministre malien de l'Extérieur et de l'intégration africaine. Madame Traoré Rokiatou Guinguiné a été reçue ce matin en audience à Paris par le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine est à Paris donc pour rendre compte au président des conclusions du mini-sommet de Ouagadougou tenu le week-end dernier à Ouagadougou au Burkina Faso, auquel elle a été mandatée par le président et le premier ministre. Madame Traoré Rokiatou Guinguiné, à sa sortie d'audience, est au micro de Makamfi Konaté. L'objet de ma présence était de venir rendre compte à M. le Président de la République des conclusions de la réunion tenue à Ouagadougou le 7 juillet, organisée par le médiateur, le président du Faso, avec le gouvernement et les forces vives du Mali. Le président, comme il ne pouvait pas aller à cette réunion, avec le Premier ministre, m'a mandaté à les représenter à cette session de travail. Et globalement, on est tous convenus que l'actuelle forme de gouvernement, on doit accepter de l'ouvrir pour que chacun des Maliens, chaque groupe de Maliens puisse se reconnaître dans ce gouvernement et assurer une bonne conduite de la transition. Alors, le président de la République, le Premier ministre, il m'avait déjà donné le mandat, le message à transporter à cette réunion de Ouagadougou, ce que j'ai fait, et le président vient de le confirmer. Nous sommes en phase avec la décision du groupe de contact de Ouagadougou. Deuxième aspect, comment récupérer le Nord. Nous sommes encore en phase avec la CEDEAO, qu'il faut renforcer l'armée malienne pour qu'elle puisse s'occuper de sa mission régalienne qui est d'assurer l'intégrité du territoire. Et troisième point de convergence également, c'est que nous avons besoin de l'assistance de la CEDEAO, de l'Union africaine, de la communauté internationale pour nous aider à organiser des élections libres, crédibles et transparentes. Une condition sine qua non pour mettre fin à la transition et avoir une meilleure condition de vie du peuple malien. Diplomatie tous azimuts, la médiation de la CEDEAO dans la crise du Mali. Les ministres Djibril Bassolé du Burkina Faso et Ali Koulibaly ont été également reçus en audience par le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Dépêchés par le mini-sommet de Ouagadougou, les 2 émissaires étaient à Paris pour remettre une copie du communiqué final du dit sommet. Plusieurs questions ont été abordées au cours de cette audience qui aura duré plus de 2 heures. Compte rendu, Makamfi Konaté. C'est à 16 heures que les 2 diplomates ont fait leur entrée à l'hôtel Pullman Montparnasse. Aussitôt reçu par le président Dioncounda Traoré, visiblement souriant, le ministre Bassolé a, au nom des chefs d'État du groupe de contact de la CEDEAO, remis au président Traoré les recommandations des chefs d'État ainsi que le communiqué final du mini-sommet de Ouagadougou. Les 3 personnalités se sont ensuite enfermées pour un entretien qui va durer 90 minutes. Plusieurs questions étaient au cœur de ce huis clos. D'abord, le retour du président Traoré dans un climat sécurisé. Le premier, c'est la nécessité que le président de la République puisse retourner au Mali, recouvrer la plénitude de ses fonctions présidentielles dans un cadre sécurisé.
Nous sommes tous d'avis que ces conditions doivent être créées par les forces de défense et de sécurité du Mali. C'est à ces forces que revient la prérogative de protéger les institutions maliennes. Donc nous avons mis un accent particulier sur le fait que les forces de la CEDEAO ne peuvent pas faire à la place des forces de défense et de sécurité maliennes ce qui leur revient de droit. Il a également été question d'améliorer les rapports entre le Mali, la CEDEAO et la communauté internationale en matière de défense et de sécurité. Nous voulons que la coopération, l'entente entre le Mali et la CEDEAO soit renforcée, que les politiques ne propagent pas cette idée selon laquelle la CEDEAO serait contre les intérêts du Mali ou que la CEDEAO piétinerait la souveraineté du Mali. Nous sommes tous désireux que le Mali, bien sûr, conserve sa souveraineté. Nous allons nous y employer dans l'humilité et la discrétion, faire en sorte que les Maliens puissent prendre leurs affaires en main. Au terme de 2 heures d'entretien, dont un quart d'heure accordé à chaque ministre individuellement, les 2 émissaires et leurs hôtes sortent très satisfaits de cette rencontre. Oui, on l'aura vu, Djibril Bassolé n'est pas seul dans cette mission. À l'issue de l'audience que le président de la République par intérim leur a accordée, le tout nouveau ministre de l'intégration africaine de Côte d'Ivoire, Ali Koulibaly, a exprimé au micro de notre reporter sa confiance et sa satisfaction d'avoir rencontré un homme qui se rétablit et est déterminé à reprendre. Nous repartons confiants. Et ce pour plusieurs raisons. D'abord, nous avons vu un homme qui se rétablit, qui est en train de retrouver sa forme après la lâche agression dont il a été victime. Confiant aussi parce que nous avons trouvé un président déterminé à reprendre les choses en main, confiant parce que il a une pleine conscience des enjeux du moment, de la nécessité de sortir le Mali de l'ornière dans laquelle il se trouve, confiant aussi par sa détermination à collaborer avec les chefs d'État de la CEDEAO pour trouver une issue favorable à la crise malienne, une issue qui passe nécessairement par une mobilisation de tous les Maliens, de quelques partis politiques, de quelques sensibilités auxquelles ils appartiennent pour relever le Mali, parce que nous avons besoin tous d'un Mali uni, fort et démocratique. Et c'est dans ce sens véritablement qu'il faut situer l'action de la CEDEAO. Dans le même chapitre, c'est-à-dire toujours dans la recherche de solutions de la crise que nous vivons, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, lui a été reçu aujourd'hui par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Il était porteur des messages du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. Au cours d'une rencontre d'1 heure, le ministre malien a tenu le président ivoirien, également président en exercice de la CEDEAO, informé des efforts du gouvernement pour mettre en œuvre les 2 priorités de la transition, la reconquête des zones occupées du Nord et l'organisation des élections. À ce sujet, il a reçu les conseils avisés du président ivoirien à transmettre au Premier ministre malien. L'audience du ministre d'État Sadio Laminso intervient au lendemain du sommet du groupe de contact de la CEDEAO sur le Mali, sommet qui s'est tenu le week-end dernier à Ouagadougou.
C'est parti depuis ce matin pour les épreuves du baccalauréat malien. Cette année, ils sont 103 185 candidats, parmi lesquels 8 000 des régions du Nord. Sur ces 8 000, seulement 1183 composent à cette session de juillet 2012. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales a visité quelques centres d'examen. Occasion pour le ministre Adama Wan d'aborder la question relative à la rétention des notes par les enseignants du secondaire. Mohamed Jara était présent, son reportage. Dernière ligne droite avant le démarrage des épreuves du baccalauréat. Les candidats procèdent à la révision de leurs leçons. Ils affichent une sérénité avant le début des épreuves. Je suis concentré sur mes matières, précisément ce que nous faisons ce matin, la philosophie. Je suis en train de faire la révision de la philosophie. La réussite au baccalauréat ouvre ainsi la voie aux études supérieures. Ils sont exactement 103 185 candidats à la conquête du précieux sésame. Parmi eux, 1183 élèves des régions déplacées sur 8000 inscrits. Sur quelle base ces élèves ont été autorisés à passer l'examen, surtout quand on sait que la plupart sont venus sans dossier scolaire à cause de l'insécurité? On a un système informatisé, donc on a pu les tracer très rapidement et ils ont été acceptés sans dossier, sans, disons, tracasserie administrative, mais on a pu tracer les dossiers, les localiser et c'est pourquoi il y a eu une acceptation très très facile dans toutes les académies et aussi pour être candidat, c'était à leur guise selon leur degré de préparation. Les épreuves ont démarré à 8 heures. Élèves et surveillants étaient sur place. Cette première épreuve se déroule très bien. Malgré quelques difficultés, il y a toujours des élèves retardataires, certains qui n'ont pas de carte d'identité parfaitement comme on le dit, peut-être des erreurs d'orthographe, par exemple au lieu de Bakari, Boukari, des trucs comme ça, mais nous avons pu quand même d'une manière générale gérer la plupart des problèmes. Chaque série commence avec sa matière principale. La série langue et littérature traite l'anglais. Les élèves de la SBT ont affaire avec la biologie. Les mathématiques pour la série sciences exactes. Les élèves de la série SHT planchent sur le sujet de philosophie. Dans l'ensemble, les élèves trouvent le sujet abordable, malgré une année scolaire quelque peu perturbée. Occasion pour le ministre d'aborder la question de rétention des notes. Selon les informations que nous avions, les enseignants ont dans la plupart des cas volontairement restitué les notes pour permettre donc le bon déroulement des épreuves et nous pensons que les épreuves se dérouleront très normalement et que les peu de cas de rétention n'auront aucune incidence sur le déroulement du baccalauréat cette année. Les forces de l'ordre veillent au grain pour éviter les perturbations et autres fraudes. Et oui, je vous le disais dans les titres, les mouvements islamiques s'en sont encore pris au mausolée à Tombouctou. Ils ont détruit ce matin ceux de la mosquée, de la grande mosquée de Djingareyber. La population de Tombouctou assiste impuissante à ce spectacle, le moins que l'on puisse dire, désolant. Amadou Sankaré a joint ce matin un habitant de la ville de Tombouctou qui témoigne. À Tombouctou, à l'instant où je parle, il y a une trentaine de personnes islamistes qui ont encerclé carrément la mosquée de Djingareyber, c'est-à-dire la grande mosquée de prière. Et il y a deux mausolées collés contigus à la mosquée qui sont venus détruire ce matin. Et ils sont là-dedans, en ce moment même, à l'instant où je vous parle. Mais ils ont commencé cette action depuis quelle heure? Alors c'était vers 9h. Et vous dites bien que c'est deux mausolées au niveau de la mosquée de Djingareyber. Vous connaissez bien ces deux mausolées? Oui, bien sûr. Il y a le mausolée de Babadji, c'est le premier, le second c'est Amadou Founan, c'était les deux. Ils ont mis ça à terre. Est-ce qu'ils ont touché aux populations? Bon, ils arrêtent les gens au niveau de la mosquée, n'importe qui vient, que ce soit une voiture ou une moto, tu retournes. Même si tu es à pied, tu retournes. C'est eux seulement qui sont là-bas. Mais ils utilisent quel genre de matériel pour faire cette destruction? Ils utilisent des haches, des coupe-coupes, des marteaux, et puis il y a les fusils aussi. Ils ont tout. Est-ce que les populations sont visibles tout autour de la mosquée? Tout autour de la mosquée, les populations sont visibles. Ils sont impuissants, ils sont arrêtés, en train de regarder, mais ils ne peuvent rien faire. Oui, Djingareyber, c'est le plus grand symbole de la ville sainte de Tombouctou. 111 communes
soit plus de 3 millions de personnes concernées cette année par l'insécurité alimentaire. C'est l'une des informations que le commissariat à la sécurité alimentaire a tenu à partager avec les membres du comité de coordination et de suivi des programmes de sécurité alimentaire. Réunis pour leur 7e session, les acteurs intervenants dans le domaine vont s'imprégner des réalités et proposer des réponses pour une meilleure assistance alimentaire en faveur des populations touchées par l'insécurité alimentaire. Notre reporter Ramata Konaté a suivi l'ouverture des travaux. Pour cette 7e session, le comité de coordination et de suivi des programmes de sécurité alimentaire se penche sur 4 points essentiels. Il s'agit de l'état de la mise en œuvre du plan d'action d'urgence, l'examen et l'adoption du plan opérationnel et du budget 2012 du PRMC, programme de restauration du marché céréalier. À ceci s'ajoute la situation alimentaire définitive du Mali, une évaluation faite par le système d'alerte précoce à l'issue de la campagne agricole 2011-2012. On avait fait une première évaluation en octobre qui avait abouti à pratiquement 104 communes en difficulté alimentaire. C'était une évaluation provisoire. Il fallait réactualiser cette évaluation. Et c'est ce qui a été fait en février, puisqu'il y avait des zones qui, en octobre encore, la situation n'était pas suffisamment tranchée. Et maintenant, en février, on a la situation définitive. Sur les 104 communes, s'ajoutent encore 7 communes. Donc ça fait à peu près une population de à peu près 3 500 000 personnes qui sont à risque cette année. Le 4e point saillant de cette rencontre est consacré à l'enquête sur la situation alimentaire des ménages dans les zones de concentration des déplacés au Mali. L'enquête en question concerne les régions de Mopti, Ségou, Koudikoro, Kaï, Sikasso et le district de Bamako. À l'issue de cette journée d'échange, les participants devront proposer des actions susceptibles d'aider le gouvernement dans la recherche de solutions en vue de soutenir les milliers de personnes affectées par l'insécurité alimentaire suite à la mauvaise pluviométrie et à la crise du nord du Mali. Des vivres, des médicaments et des matériels médicaux de première intervention, c'est le don d'un convoi humanitaire destiné aux populations des régions du Nord. L'œuvre est du Croissant Rouge algérien et elle a pour but d'atténuer les souffrances des populations du Nord. Le convoi humanitaire partira du siège de la Croix-Rouge malienne pour se rendre à Gao, Tombouctou et Kidal. Adama Tangara. Ce convoi humanitaire algérien, composé de vivres, d'aides médicales de première intervention, de boîtes de matériel médicaux de petite chirurgie, de médicaments pour brûlures, des solutés et des sels de déshydratation, est destiné aux régions nord de notre pays. L'œuvre est du Croissant Rouge algérien qui a pour mission de secourir les personnes à la mesure de leurs souffrances et à subvenir par priorité aux détressés les plus urgents. La mission de ce convoi humanitaire consiste aussi à faire une évaluation des besoins sur le terrain. Nous, le peuple algérien, était toujours aux côtés du peuple malien. Notre mission humanitaire, ici, aujourd'hui, a pour but de porter aide aux populations dans une situation de détresse et pour faire une évaluation des besoins des populations en situation de précarité. La Croix-Rouge malienne, à travers son secrétaire général, ne pouvait que se réjouir de ce geste hautement salutaire. La Croix-Rouge du Mali bénéficie du soutien de beaucoup de sociétés de Croix-Rouge sœurs. Mais aujourd'hui, pour l'urgence qui s'impose au Mali, nous ne faisons que remercier le geste de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge algérien, qui est un geste de solidarité, mais qui est un geste qui s'inscrit en droite ligne avec l'exercice de notre mission humanitaire. Voilà donc une action humanitaire du Croissant Rouge algérien. Il reste à espérer que ce convoi arrive à bon port. En 5e région, 76 de produits alimentaires pour un coût global de 45 millions de francs CFA. C'est la donation faite par l'ONG Coessienne, Agence musulmane d'Afrique, aux personnes déplacées du nord du Mali. Cette action humanitaire s'est déroulée la semaine dernière à Mopti en présence des responsables de la région. Le reportage de Jules Sambou Sissoko.
Par ce grand geste de solidarité et d'entraide, l'ONG Cohésienne, Agence musulmane d'Afrique, AMA, vient de concrétiser des valeurs cardinales de l'islam au profit de 1000 personnes déplacées du Nord à Sévaré. La donation fait 76 tonnes de produits alimentaires composés de riz, de mil, de sucre, de lait et d'huile. Au coût global, 45 millions de francs CFA. La solidarité est très importante en islam. Les peuples coétiens n'ont jamais oublié les autres frères musulmans, surtout ici au Mali. ما قمنا به اليوم في منطقة سفاري هو نقطة البداية ونحن إن شاء الله نعمل أينما يوجد النازحين في كل المدن سواء كان في سام في سيغو حتى في باماكو. Je dis que ceci est un début seulement parce qu'ils ont commencé par Sévaré, mais dans les jours à venir, ils vont voir des autres gens, soit à Bamako, à Sam ou n'importe quel où. Et après, ils vont voir aussi les villages qui sont touchés. C'est-à-dire, c'est ici pour les gens du Nord et autres villages qui sont touchés. Le lot individuel remis est composé de 25 kg de riz, 25 kg de mil, 10 kg de sucre, 5 paquets de lait en poudre et 6 litres d'huile. Cette démarche humanitaire vers la Oumma islamique a été saluée par les bénéficiaires à travers le président du Haut Conseil régional islamique de Mopti, El Haj Idrissa Diarra, ainsi que les autorités régionales. Votre agence s'inscrit dans un grand mouvement, un vaste mouvement de solidarité. Mouvement qui s'amplifie heureusement chaque jour pour atténuer les souffrances de nos frères et sœurs venus des régions du nord du Mali. En plus de l'humanitaire, l'ONG AMA intervient au Mali dans le secteur de l'éducation et de l'hydraulique depuis plus de 2 décennies. Demain, 11 juillet, la communauté internationale va célébrer la 23e édition de la Journée mondiale de la population sous le thème « Accès universel aux services de santé de la reproduction ». Mais le thème retenu par le Mali est « Maîtrise de la fécondité pour assurer une bonne santé et pour mieux vieillir ». Pour le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, au-delà de la symbolique, cette célébration est une grande opportunité de sensibilisation sur les questions de population. Nous vous proposons ici un extrait du message du ministre Tchenan Koulibaly. Tchenan Koulibaly, il est au micro de Sidiki Dambélé. Mes chers compatriotes, cette année, la Journée mondiale de la population sera célébrée au Mali dans un contexte socio-économique particulièrement difficile, marqué par les conséquences de la rébellion au nord et de la crise alimentaire. Les questions de population sont des questions transversales dont la gestion nécessite l'implication de chaque citoyenne et de chaque citoyen. Au Mali, le rythme rapide de croissance démographique, ressorti à 3,6% selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat, nous interpelle par rapport aux moyens à déployer pour relever les défis futurs en matière de développement et de lutte contre la pauvreté. Notre pays, en rapport avec le thème mondial, a retenu cette année comme thème national la maîtrise de la fécondité pour assurer une bonne santé et pour mieux vieillir. En effet, l'amélioration du niveau de revenus par habitant va de pair avec la maîtrise de la fécondité. Le contexte sociopolitique que traverse le Mali cette année exige que la célébration de la Journée mondiale de la population se passe dans le recueillement avec le souci de retrouver l'intégrité du territoire. Je ne saurais terminer cette allocution sans adresser les vifs remerciements du gouvernement à tous les partenaires techniques et financiers, notamment le Fonds des Nations Unies pour la population, pour leur contribution effective à l'amélioration du bien-être social de nos populations. La Journée mondiale de la population sera célébrée demain. Le thème retenu cette année, je vous le disais, est accès universel aux services de santé de la reproduction. Pour cette occasion, Makan Khan, le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population au Mali, s'est prononcé sur le choix du thème et les actions entreprises dans ce sens par l'organisation pour un meilleur accès des populations aux services de santé de la reproduction. Les propos ont été recueillis par Boubacar Sissoko et Abdrahman Keïta.
Le choix de cette année, à savoir accès universel, devrait interpeller tout le monde, toutes les communautés, mais aussi les décideurs, pour que les soins ou les services de santé de la reproduction soient accessibles à tout le monde. C'est une question de droits humains et c'est une question aussi de dignité. Il n'est pas normal que nos mamans, nos mères, nos sœurs, au moment où elles doivent donner de la vie, tout simplement parce qu'il n'y a pas de service ou parce qu'il n'y a pas les produits qu'il faut, qu'elles en meurent. Donc c'est un peu dans ce sens que cette année on a décidé de nous focaliser sur l'accès universel, que tout le monde puisse avoir accès aux services de santé de la reproduction. Donc c'est un appel à tout le monde pour que, effectivement, et c'est un appel aussi aux politiques maliens pour que ces services-là soient rendus accessibles à tout le monde. Là où nous intervenons actuellement, on peut dire que il n'y a pas de rupture, par exemple, de stock. Quasiment les CESREF et les CESCOM que nous appuyons à l'intérieur du pays et à Bamako sont sécurisés à 100%, n'ont pas connu rupture de stock. Par ailleurs, nous faisons en sorte que tous les cas de fistules de femmes dites porteuses de fistules qui ont été dépistées ont été traités. Entre 2008 et 2011, quasiment tous les cas identifiés ont été traités et 85% des femmes non seulement sont guéries après traitement, mais ont été réinsérées. On les a aidées sur le plan économique à une réinsertion sociale et une réinsertion économique. La transition, elle est toute trouvée pour ouvrir notre dossier justement sur la célébration de la Journée mondiale de la population. Dans la capitale, le taux de prévalence contraceptive est de 8,41% en 2011 contre 4,55% au niveau national selon l'enquête de 2009. Des avancées obtenues grâce au renforcement des campagnes d'information et de communication des femmes. Bourama Traoré, dossier. Les femmes représentent plus de la moitié de la population malienne. C'est une évidence. Une autre évidence, moins d'entre elles utilisent les méthodes contraceptives. 4,55% au niveau national, un taux jugé très bas. En 2009, c'est 4,55% pour le niveau national. Et Bamako, nous sommes à peu près 6. Et même là, nous disons que nous pouvons mieux faire. Et en 2011, on a eu un taux de planification familiale régionale de 8,41. Donc il y a des efforts. Efforts qui doivent être poursuivis et renforcés. Aujourd'hui, on estime à plus de 30% les besoins non satisfaits de la planification familiale. En la matière, une initiative salutaire est à souligner. Aujourd'hui, dans tous les CESCOM, nous sommes appuyés par PECI et nous avons fait en sorte que le prix de la planification, c'est-à-dire quand une femme va au centre de santé pour la planification familiale, quand elle rentre dans le centre, quelle que soit la méthode qu'elle va opter, le prix ne dépasse pas 2000 francs. Là, c'est clair. Nous avons une subvention de PC. Et pour ce faire, toutes les ASACO, nous en avons 56 qui sont fonctionnels aujourd'hui dans Bamako, ont signé une convention. La convention est tripartite. Il y a PC, il y a le CCRF, dont les CESCOM dépendent du CCRF, et il y a la direction. Et avant, je crois que ça a varié entre 5 000 et 7 500. Cette diminution des prix de la planification familiale se justifie aisément. En effet, l'utilisation des méthodes contraceptives est considérée comme une meilleure stratégie de réduction de la mortalité infantile, maternelle et néonatale. Les derniers résultats de l'enquête et des SM4 qui nous donnent 464 décès pour 100 000 naissances maternelles. Et la même enquête dit que sur 1000 enfants qui naissent, 96 n'atteignent pas leur premier anniversaire. Et ceux qui atteignent leur premier anniversaire, sur les 1000 enfants, on a 191 qui décèdent avant l'âge de 5 ans.
C'est trop et les femmes de la capitale semblent prendre conscience de la nécessité d'adhérer à la planification familiale. Pour se rendre compte, il suffit de faire un tour à l'association de santé communautaire de Lafiabougou en commune 4, à Sakola 1. Ce centre reçoit par an environ 1300 femmes pour des motifs de planification familiale. À la Sakola 1, la planification familiale se passe chaque jour du lundi au vendredi. Depuis qu'on a commencé, la fréquence augmente du jour au jour. Généralement, on peut faire plus de 30 planifications par jour parmi les différentes méthodes. Les méthodes contraceptives sont de deux ordres. Il s'agit des méthodes de courte durée et des méthodes de longue durée. Toutes les deux présentent des avantages, mais avec cette précision. Parce que certaines méthodes, certaines femmes ne peuvent pas les utiliser. Donc tu viens au centre pour prendre la carte, faire la consultation en fonction du résultat de la consultation. Si tu es apte pour les comprimés ou bien si tu es apte pour le DU ou bien la chandelle. Au sein de la population féminine, les bienfaits de la planification familiale ne sont pas partagés. Deux tendances se dégagent. La planification familiale présente plusieurs avantages. Elle permet d'espacer les naissances, de promouvoir la santé de la mère et de l'enfant et de faire des économies. J'ai entendu parler de la planification familiale, mais je ne l'ai jamais pratiquée. Selon des informations, la planification familiale nuit à la santé de la femme, notamment la stérilité. C'est la raison pour laquelle je n'utilise pas les méthodes contraceptives. En choisissant l'accès universel aux services de santé de la reproduction comme thème de l'édition 2012 de la Journée mondiale de la population, la communauté internationale ne s'est pas trompée du sujet. Il s'agit d'attirer l'attention des décideurs sur cette question combien importante pour la mère et l'enfant. Les membres du mouvement vert, jaune, rouge étaient face à la presse ce matin au carrefour des jeunes de Bamako. Objectif, échanger avec les journalistes sur certaines préoccupations du moment, telles que la libération des régions du Nord et leur point de vue sur les résolutions issues du dernier sommet de la CEDEAO tenu à Ouagadougou. Le peuple malien n'a pas besoin de savoir les secrets militaires, mais il veut seulement que le gouvernement communique avec lui. C'est ce qu'a laissé entendre le président du mouvement vert jaune rouge à l'entame de cette conférence de presse. Les responsables du mouvement demandent au gouvernement en place de faire une large diffusion des grandes rencontres sous-régionales. Quand ils reviennent des sommets, rares sont les Maliens qui comprennent même la conclusion qui est liée à notre télé. Et nous pensons que le gouvernement a un porte-parole qui peut faire des points de presse avec l'ensemble des journalistes maliens, faire une large diffusion de ce qui est décidé dans ces sommets sur nos radios FM. Les seules choses dans lesquelles les Maliens peuvent se retrouver, ce sont les couleurs de notre patrie et le dialogue inclusif, affirment les membres du mouvement vert jaune rouge. Dieu a donné une parcelle de pouvoir à chacun. Mais c'est au gouvernement, justement, son rôle de réunir, justement, ses forces pour faire face, justement, aux problèmes qui minent en ce moment le Mali. Moi, je pense, en tant que gardien des valeurs sociétales et culturelles, qu'il faille aller, justement, dans cette approche en ce moment. S'agissant des recommandations du sommet de la CEDEAO tenu récemment à Ouagadougou, les membres du mouvement vert jaune rouge appellent les Maliens à l'union, à la cohésion et au sens élevé du patriotisme. C'était un reportage de Djemba Moussa Konaté. L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali est élu à l'Institut national des arts et au Conservatoire des arts et multimédia Bala Faseke. Accompagné de Madame le ministre de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme, le diplomate chinois a fait don de quelques ordinateurs au premier établissement visité. Nando Dambélé était de cette visite. Séculaire et multiforme, la coopération sino-malienne se manifeste notamment dans les domaines politiques, économiques et culturels. C'est ce qui explique ce geste de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à l'endroit de l'Institut national des arts INA. La coopération entre la Chine et le Mali
se focus surtout dans le domaine de politique, économique, mais nous attachons aussi une importance au domaine culturel. C'est une contribution très modeste. Pour l'ambassade, nos moyens sont très limités, mais c'est une manifeste nos sympathies et notre effort pour donner un coup de soutien. Alors pour le conservatoire, j'ai bien visité, j'ai vu que là-bas on a beaucoup de ressources, mais je crois qu'on a aussi quelque chose qu'on peut coopérer ensemble. Composé essentiellement d'ordinateurs, ce dont vient à point nommé pour l'INA qui compte aujourd'hui 573 étudiants avec seulement 11 ordinateurs disponibles. Des promesses, il y en a eu également du côté chinois en faveur de l'INA pour la réhabilitation des locaux et de la clôture et la mise à disposition de personnel compétent au Conservatoire des Arts et Multimédia Bala Faseke. Nous arrivons à la page sport de ce journal. Seydou Keita, dit Seydoublé, quitte le FC Barcelone après 4 ans et 14 trophées dans des Ligues des Champions. Le capitaine des Aigles du Mali s'est engagé pour 2 ans au club chinois de Dalian Harbin, un choix sportif mais surtout financier car il gagnera 4 fois plus qu'en Espagne. Seydou Keita, dit Seydoublé, donne ici des explications sur ce choix et il est au micro de Khalifa Namatraoré. En fin de contrat avec 2 ans d'option. Et on était en discussion depuis pas mal de temps et on n'a pas pu se mettre d'accord. Et comme on n'a pas pu se mettre d'accord et qu'il y avait la proposition de la Chine qui était, on va dire, 4 à 5 fois plus celui de FC Barcelone. Et pourtant, malgré tout, j'étais en train de discuter avec eux pour trouver une solution, mais on n'a pas pu se mettre d'accord. Après, les choix étaient vite faits. Voilà, parce que le football, c'est un métier comme un autre. On joue pour le nom, pour la gloire, mais on joue aussi pour l'argent parce que c'est un métier. Et donc après, les choix étaient vite faits. Est-ce un choix financier ou un choix sportif ou la découverte d'un championnat, un autre championnat après la France et l'Espagne? On va dire les 3, parce que bon, vous savez, ça ne sert à rien de mentir. On joue au football pour gagner de l'argent, comme on travaille pour gagner de l'argent. C'est pour le football, c'est pour l'argent et aussi ça me permettra de découvrir un autre pays, tout simplement. Bon, sur le plan sportif, avec FC Barcelone, c'est FC Barcelone. Mais j'ai 32 ans, donc on va dire, il me reste combien de temps à jouer encore 3-4 ans, si j'ai envie. Donc, après, sur le plan financier, la différence était énorme. La proposition était difficilement refusable, on ne pouvait pas refuser, tout simplement. Mais le montant par rapport à ce que j'ai gagné à Barcelone, il y avait 4 à 5 fois plus. À Barcelone, mon contrat était à 5 millions bruts, donc le compte est vite fait. Et quand on va dans un endroit comme la Chine et qu'il y a des éléments comme celui-là, on est obligé de regarder, ça fait partie, mais ça ne m'a pas influencé. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je suis pas français, je ne suis pas espagnol. Je suis un aventurier, je suis parti du Mali pour aller gagner de l'argent pour aider ma famille. Et donc l'aventure continue. Donc pour moi, le choix est vite fait. Et oui, 16 milliards de francs CFA pour Seydoublé. L'argent est tout simplement au bout des crampons. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, vous serez en compagnie de Sira Bachili. Et s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, je serai là sur le même plateau pour 18h, 20h, une édition complète. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Ce soir, plus particulièrement, ceux de Tombouctou, Sankoré, Abaradjou, Sarekeina, Badjinde. Nous sommes de cœur et d'action avec vous. Bonne soirée à tous. Merci.